Bonsoir. Je suis Bruno Latour, je vais être le conférencier ce soir de Inside. Le terme anglais pour lequel je m'excuse veut dire intérieur. Comment est-ce que nous rentrons à l'intérieur? Et je vais faire comme toute conférence, une conférence en 3 parties. La première partie qui est un peu d'essayer de comprendre pourquoi on est désorienté, la source de notre désorientation dans le temps comme dans l'espace. La deuxième est une espèce de tentative de visualiser, si on se réorientait, ce que j'appelle le terrestre, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait le globe, et qui est précisément l'émergence du terrestre qui est la cause de notre désorientation. Et dans la troisième et dernière partie, je voudrais essayer de tirer quelques conséquences politiques de cette réorientation. Comment est-ce que ça change, en quelque sorte, le cosmos et donc aussi l'ordre de la société et du monde dans lequel on est. Et je vais faire une conférence augmentée, en quelque sorte, augmentée grâce aux visualisations de 3 jeunes artistes et architectes, Axel Grégoire, Alexandra Arène et Sonia Lévy, mise en scène et organisée par Frédéric Aïtouati. Et donc c'est cette visualisation sur laquelle je vais essayer de m'appuyer pour vous amener en quelque sorte dedans, comment être à l'intérieur. Mais je voudrais d'abord commencer par une anecdote pour lancer mon argument, disons. J'étais, comme souvent on l'est, dans un avion en train d'aller à Calgary, au Canada. Vous savez, les hôtesses vous empêchent toujours d'ouvrir les hublots parce qu'il faut rester justement à l'intérieur, complètement ignorant du monde, dans cet petit espace en quelque sorte intermédiaire. Et puis, je lève le hublot, je suis au-dessus de la mer de Baffin et je vois quelque chose que je lis, cette banquise, le cri de Munch. Et je suis stupéfait, je me précipite sur mon portable et je prends une photo. Et c'est cette photo que vous voyez ici. Et évidemment, quand on regardait avant, quand on faisait des voyages en avion, j'en ai fait plusieurs au-dessus de cette banquise, la banquise était extérieure. On était dans l'avion, mais il était clair que ce qui se passait sur les glaciers ou sur la banquise ne nous préoccupait pas, c'était simplement un spectacle qui parfois était effrayant par la petitesse qu'elle nous procurait en comparaison de ce grand espace. Et malheureusement, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes en avion, mais maintenant c'est presque le contraire. C'est-à-dire que vous savez, et si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes vraiment très ignorant, que l'avion par lequel vous passez au-dessus de ce grand espace est l'une des causes, pas la seule bien sûr, mais l'une des causes, mais pas minuscule, de ce qui arrive justement à la banquise que vous êtes en train de voir. Et au fond, c'est ça, être dedans. Se retrouver dedans, c'est ne plus avoir de dehors possible. Et donc j'ai été assez stupéfait que la banquise elle-même, en quelque sorte, s'adresse à moi et crie avec cette espèce d'étonnant espace de dissémination de zones vidées par la chaleur et d'autres où il reste encore quelques glaces. Et depuis l'année dernière où j'ai pris cette photo, les glaces ont encore disparu de plus en plus sur cette même terre de Baffin. Et donc ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est d'une part pourquoi il est si difficile de vivre avec cette idée qu'il n'y a plus d'extérieur, et puis d'abord d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tellement favorisé l'idée que c'était formidable d'être extérieur. Et là, nous avons une direction qui nous a été donnée. Cette direction est ancienne, elle est dans la période, dans la civilisation occidentale, elle a joué un rôle énorme. C'est évidemment le mythe de la caverne. Et donc, ce que je vous propose, c'est de descendre pendant un temps sur ce mythe de la caverne pour essayer de comprendre
pourquoi la direction que nous prenons lorsque nous pensons, nous agissons ou nous voulons nous émanciper est toujours de sortir de cette caverne, d'aller vers l'extérieur. Ce qui rend évidemment la configuration, l'existence qui nous est maintenant dévolue, d'être toujours dedans, extrêmement difficile à vivre. Et c'est là la source de notre désorientation. Je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, vous connaissez cette affaire, vous l'avez apprise à l'école, le mythe de la caverne. Nous sommes tous des prisonniers, à peu près comme une salle ici, sauf que vous ne pouvez pas bouger, vous êtes liés, pieds et poings liés, vous ne pouvez que regarder de côté vos collègues ou camarades qui sont assis dans cette caverne, vous ne pouvez pas bouger, et vous voyez sur le mur projeter des images, et ces images, vous essayez de les interpréter. Vous connaissez l'histoire, évidemment. Le philosophe, lui, par une espèce de conversion magnifique, s'arrache à ces chaînes, se retourne et monte et sort, comme on le fait quand on est au Vieux-Port, c'est-à-dire on ouvre les portes du théâtre et on voit cette magnifique lumière. On est ébloui par le soleil, le philosophe est ébloui, aveuglé d'ailleurs un moment, et puis finalement il regarde le soleil dans une flaque, il s'habitue au soleil et finalement il regarde le soleil en l'air, et comme vous le savez l'histoire finit mal, forcément. Il rentre pour essayer de convaincre ses compatriotes qu'il faut qu'ils s'émancipent et qu'il faut qu'ils sortent. Il descend, il explique qu'il y a un extérieur, qu'il y a un vieux port avec plein de soleil derrière, qu'il faut sortir du théâtre, qu'il faut sortir de la caverne, et il est mis à mort. Mais c'est tout à fait surprenant cette histoire, c'est qu'elle a quelque chose d'invraisemblable, parce qu'elle suppose que nous sommes d'abord, de façon native en quelque sorte, des prisonniers accrochés à nos sièges, et surtout incapables de produire quelque vérité que ce soit, parce que nous ne pouvons pas parler les uns avec les autres, et nous ne voyons que des ombres sans pouvoir faire aucune expérience, sans pouvoir nous approcher, sans pouvoir nous socialiser d'aucune façon. Et donc j'ai toujours été surpris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire de Platon, même si c'est un magnifique mythe. Et je crois qu'il faut se rendre, disons, à la réalité que ce mythe, c'est Platon le raconte, mais en fait c'est un spectacle que Platon donne. Et c'est ce spectacle auquel il faut que nous commencions à échapper. Tonnerre d'applaudissements. C'est un spectacle. Ça n'est pas un spectacle, un texte de Platon qui prend au sérieux cette affaire de philosophe qui s'émancipe, c'est évidemment exactement le contraire. C'est une pièce, plutôt une pièce comme les Nuées d'Aristophane, c'est-à-dire c'est une pièce donnée en plein soleil à Athènes, et tout le monde est en train d'applaudir au ridicule de cette idée qu'un philosophe est celui qui s'émancipe, qui sort de la caverne, qui est ensuite mis à mort par des gens qui sont esclaves et qui ne peuvent ni communiquer, ni d'aucune façon apprendre quelque chose sur la vérité. Et donc j'ai été rassuré quand j'ai compris finalement que ce mythe de la caverne, qui était une source de notre désorientation, puisque c'est une des sources de l'idée que si on reste dedans, on est en quelque sorte esclave, perdu, on est dans quelque chose qui n'est pas juste, alors même que maintenant, comme le petit exemple que j'ai commencé au début avec la banquise, nous oblige à nous rentrer en quelque sorte, à nous réencoconner à l'intérieur sans pouvoir en sortir. Il faut donc bien qu'on trouve des mythes, des spectacles, des histoires qui contredisent ce grand mythe platonicien. Et évidemment, nous en avons un autre, c'est cette idée qui vient évidemment en droite ligne de l'idée de Platon, c'est que nous résiderions dans l'espace et que nous habiterions, ce qui est tout à fait extraordinaire, la planète bleue. Et il y a là un autre mythe qui est la source d'une profonde désorientation, d'après moi. Évidemment, elle est magnifique cette image, on la connaît tous, on l'a beaucoup chérie. Regardez comme elle est belle, cette planète, et elle tourne.
Mais en même temps, il y a un léger défaut dans cette image. C'est comme dans le mythe de Platon. Le premier défaut, c'est évidemment qu'on la voit de l'espace. Donc quand on la voit, cette planète bleue, on est tout à fait ailleurs, dans l'espace, dans une combinaison spatiale, dans un espace que certains épistémologues diraient une vue de nulle part, alors qu'en fait on est toujours à l'intérieur d'un lieu tout à fait précis. La deuxième chose, qui est un peu un inconvénient de cette planète bleue, c'est qu'elle rentre exactement dans toute une histoire de l'art, une histoire religieuse, une histoire architecturale du globe. Le globe romain, le globe des empereurs romains, le globe des papes, le globe de Charlemagne, le globe du Christ tenant le monde. Et donc c'est très bizarre que cette image qui date du XXe siècle s'intègre aussi parfaitement avec, disons, tous les mythes de ce que c'est que de penser globalement, de dominer globalement la Terre. Mythes, évidemment, qui sont très profondément ancrés dans la civilisation occidentale. Mais elle a un autre inconvénient, qui est moins souvent souligné, c'est que depuis que l'on montre cette planète bleue, on nous raconte que c'est elle qui va nous unifier. Et donc il y a une espèce de tropisme à chaque fois que vous voyez une image, quel que soit le sujet sur l'écologie, on vous fourre une planète bleue. Et avec l'idée que du moment qu'on voit la planète bleue et qu'on fait un grand geste des mains circulaires, nous allons tous nous entendre et nous unir pour la traiter bien. Et donc ce mythe, il y a un mythe qui a, disons, mal tourné, c'est le mythe de la planète bleue, puisque, au contraire, cette planète bleue qui devait nous unifier, en fait, elle nous divise profondément. Il n'y a plus de sujet de division qui soit plus profond que les sujets qui concernent l'habitation de la Terre. Toutes les questions importantes, quelles que soient les ressources dont on parle, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, des poissons, des habitants, la façon de construire, etc., la planète bleue nous divise, la nature nous divise. Et c'est donc la particularité très dangereuse du mythe du globe, c'est de nous faire croire, sous prétexte que ça ressemble au globe de l'Empire romain, de l'Imperium Mundi, que nous allons inévitablement, sous prétexte que nous habitons la même terre, nous unir et nous entendre. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. On peut dire que, au contraire, c'est assez curieux. On oublie que lorsqu'on regarde le globe, lorsqu'on voit quelque chose globalement, c'est toujours à partir d'un espace qui, lui, est très étroit, est très localisé, est très petit. Et vous allez avoir une démonstration si je vous ramène au 24 décembre 1968, quand apparaît cette magnifique image que vous connaissez tous. Écoutez. Les cosmonautes d'Apollo 8 sont à l'intérieur de la capsule. Ils voient ce magnifique lever de terre du 24 décembre 1968, mais ils sont dans un brouhaha extraordinaire, à l'intérieur du moins confortable des espaces. Ça n'est pas du tout un espace global, ça n'est pas du tout un espace infini, ils sont au contraire à l'intérieur d'un tout petit espace, et ils voient, non même pas à travers un hublot, mais à travers des caméras qui, pixel par pixel, reconstituent des années après, avec beaucoup de mal, cette image que nous connaissons tous. Et donc, il n'y a rien de moins en dehors, il n'y a rien de moins spatial dans un espace global que ces images du globe terrestre que nous admirons tellement. Et c'est d'une raison pour laquelle il est tellement difficile d'unifier, soi-disant, la planète en montrant les idées de globe et de planète bleue, parce qu'en fait, ceux qui imaginent le globe, les globalisateurs dont nous parlerons tout à l'heure, ils sont en fait toujours dans des tout petits endroits, des tout petits lieux, et là, vous l'entendez, des lieux en particulier très bruyants. Et donc, une des causes
de notre désorientation, c'est que nous avons ces grands mythes d'émancipation qui nous disent « mais si vous voulez exister et si vous voulez être des vrais humains, il faut vous sortir de la caverne et aller dans l'espace, ou dans un espace extérieur, en tout cas, sûrement pas rester à l'intérieur de la caverne. » Et l'autre mythe, désorienteur ou désorientateur, je ne sais pas comment on dit, c'est de croire que du moment qu'on voit les choses globalement et qu'on les voit de loin, on est en quelque sorte prêt à s'unir et à considérer qu'il existerait une unité politique à cet espace. Et rien, évidemment, n'est moins vrai. Et donc on a une désorientation dans l'espace qui nous empêche d'accepter cette chose nouvelle avec laquelle nous allons devoir vivre, c'est qu'on est à l'intérieur et qu'il n'y a plus d'extérieur. Et nous avons aussi, le problème se complique, une désorientation dans le temps. Et cette désorientation dans le temps, elle est marquée de façon magnifique, disons, par ces magnifiques images de géologues que nous connaissons de nouveau très bien, comme la planète bleue, c'est-à-dire cette idée, vous voyez là ici les strates, vous savez bien comment on lit ces images, sauf s'il y a eu une désorientation, un pli. Les plus anciens se trouvent en bas, les plus neufs se trouvent en haut, et vous pouvez à peu près, s'il y a des géologues parmi vous, ils me contrediront, mais disons à la louche, considérer qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour obtenir ces strates, et que cette histoire, jusqu'ici, comme la banquise dans la première image, nous était extérieure. On apprenait à l'école, on savait que ça prenait beaucoup de temps, on apprenait parfois les aires géologiques, on admirait les plis, on regardait avec admiration les pierres et le calcaire et on se rappelait tous ces millions d'années, mais on n'était pas dedans, on était dehors. S'il y avait au moins une histoire dans laquelle nous n'avions pas à rentrer, c'était l'histoire géologique. C'était l'histoire, disons, de la succession des plis de l'histoire terrestre. Et quand les géologues, au tournant du siècle dernier, ont commencé à nous dire « mais attendez, dans l'histoire géologique, les humains, des humains pas bien définis, les humains, l'homme, avec un grand H, anthropos, vous avez aussi un rôle et on peut dater votre contribution à ces plis. » Je crois que, en tout cas moi, mais je pense beaucoup d'entre vous aussi, on dit « laissez-nous en dehors de cette affaire ». On ne veut pas entendre parler de l'histoire géologique. C'est déjà bien compliqué d'avoir l'histoire humaine. Elle est déjà très difficile, elle est déjà longue, et d'accord, on peut l'allonger encore de quelques millénaires, mais s'il y a une histoire dans laquelle on ne veut pas rentrer, c'est la très longue histoire de la Terre. Malheureusement, les géologues insistent lourdement et ils prétendent que nous sommes entrés dans quelque chose que certains appellent la géohistoire. Et la géohistoire, c'est quelque chose de totalement désorientant. La plupart d'entre vous ont appris à l'école ce terme d'Holocène pour décrire les 12 000 dernières années, et beaucoup d'entre vous, je pense, savent qu'il y a toute une dispute autour d'une question à la fois géologique, historique, sociologique et politique pour décider si oui ou non on va appeler la période dans laquelle nous nous trouvons, ou celle dont nous sommes, qui a commencé juste un peu avant nous, Anthropocène, comme l'Holocène, mais beaucoup plus récente. Enfin, il y a une dispute aussi sur la date, mais pour essayer de nous faire rentrer dans l'histoire de la Terre, comme agent actif de l'histoire de la Terre. De même qu'on peut qualifier des époques par l'influence des volcans ou l'influence de l'arrivée d'un météorite, de même, on voudrait définir la période dite Anthropocène par l'espèce d'irruption formidable des humains dans l'histoire humaine, dans l'histoire géologique. Évidemment, là, on est complètement désorienté. Et de grands penseurs comme M. Sarkozy ou M. Trump disent quelque chose qui est finalement assez juste, c'est de dire « nous ne sommes pas à la taille de ces phénomènes ».
c'est pas possible que les humains, qui sont des petits humains qui s'agitent sur Terre, soient capables de transformer ce qu'on appelle le système Terre. Et donc il y a une espèce d'hésitation, mais au fond assez de bon sens, en disant mais c'est pas possible, si vous voyez ces couches qui se sont accumulées pendant des millions d'années, d'y rajouter les quelques millénaires ou les quelques centaines d'années, voire les quelques dizaines d'années, puisqu'il y a aussi une date qui met le début de l'Anthropocène en 1945. C'est impossible de mettre cette histoire-là dans l'histoire commune de la Terre. Donc il y a le paradoxe, c'est qu'on nous amène, avec la notion d'Anthropocène, on nous remet dedans, si vous voulez, à l'intérieur d'une histoire à laquelle on voudrait pouvoir échapper en disant non, tout ça c'est beaucoup trop vaste pour nous et les humains sont beaucoup trop petits pour avoir jamais eu une influence. C'est exactement ce qu'on pensait avant. Pour reprendre l'anecdote de la banquise avec laquelle j'ai commencé, lorsqu'on pensait que cette banquise était extérieure au voyage en avion, avant de comprendre comment les voyages en avion se trouvent lovés à l'intérieur de la question de la banquise. On n'est pas en quelque sorte à la bonne échelle. Et pourtant, les scientifiques insistent. Et si vous prenez un article récent de Science, qui se trouve assez de façon étonnante, dans un rare article qui fait la somme de cette question de l'Anthropocène du point de vue scientifique, de cette discipline, pas une discipline les plus excitantes qui soit, mais elle est devenue centrale, qu'on appelle la stratigraphie, c'est-à-dire la science de ces couches que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous avez un exemple, c'est le premier illustration de cet article qui fait un peu la somme de ce que l'on sait sur l'Anthropocène. Vous avez en bas la partie, disons, de glace qui n'a pas été modifiée par le changement climatique, et puis vous avez la toute petite zone qui est en pointillé, qui est déjà reprise en quelque sorte par l'activité des vivants. Et évidemment, la petite couche est minuscule, il ne s'agit pas de kilomètres de sédiments. Mais ce que montre cet article, et ce que depuis on montrait tout le groupe, qui s'appelle le groupe de stratigraphie de l'Anthropocène, c'est que la particularité de cette zone, c'est qu'elle contient des éléments parfaitement reconnaissables comme n'ayant jamais, depuis le début de l'histoire de la Terre, été détectables. À la fois les suies, évidemment, les plastiques, et ce qui est très intéressant, c'est les pesticides et les résidus des armements atomiques des années 40. Et donc, l'expérience de pensée, c'est une expérience de pensée un peu bizarre, mais qui est intéressante, l'expérience de pensée de l'Anthropocène, parce que c'est un terme qui n'est pas encore reconnu par les géologues, c'est de dire si nous étions ou si nous supposions des géologues qui regarderaient, disons, dans 5000 ans ou 10 000 ans, cette petite zone verte que vous voyez là, qui aurait été depuis un peu enfoncée dans les sédiments, eh bien, nos collègues, si on peut supposer qu'il y a des collègues encore dans 5 ou 10 000 ans, nos collègues géologues n'auraient aucune peine, avec leurs instruments, de reconnaître que cette couche est totalement différente de celle qui la précède. Et c'est ça que capte la notion d'Anthropocène et de géohistoire. Il y a une transition abrupte, qui n'est pas impressionnante par sa taille, mais qui est impressionnante par son originalité, par la quantité de phénomènes nouveaux qui ont été introduits dans l'histoire de la Terre. Et c'est ça qui est intéressant et qui oblige, en quelque sorte, c'est ça un peu l'idée de la conférence, à changer, à modifier la façon dont nous parlons et dont nous considérons le globe. Autrement dit, est-ce qu'il existe une alternative à cette idée qu'on doit toujours voir les choses de l'extérieur et de l'espace pour les comprendre scientifiquement? Et c'est là où je pense qu'il est intéressant de s'accompagner du travail des scientifiques, des artistes aussi, pour essayer de saisir ce qu'on pourrait appeler une nouvelle scénographie, si vous voulez, un changement dans la scénographie. C'est à celle-là que nous allons essayer de nous livrer dans la deuxième partie de cette conférence. Essayez de trouver
un autre style, en quelque sorte, une autre, je ne sais pas comment il faudrait dire, une autre esthétique, où on verrait de l'intérieur et non pas de l'espace. Et si, ça resterait scientifique, mais ça capterait les choses par un autre biais, en quelque sorte. C'est un peu ça dans lequel on essaye d'atterrir. D'essayer d'arriver dans une représentation qui peut-être garde quelques-uns des aspects de ce qu'on appelait le globe, mais qui le scénarise différemment. Et c'est là où va apparaître, dans cette espèce d'expérience de scénographie que j'essaye de vous partager avec vous, dans ce qu'on va appeler, et c'est un terme très intéressant des scientifiques, en particulier des géologues, des hydrologues, des géochimistes avec lesquels j'essaye de travailler, qui est la notion de zone critique, qui est une autre façon de capter l'originalité de cette terre qui n'est pas le globe. La désorientation dans laquelle nous sommes, c'est qu'on croit qu'on est sur le globe, disons, alors qu'on est sur quelque chose de différent. Donc là, vous voyez cette espèce de gradient, cette espèce de coupe, et cette coupe, c'est tout ce que nous connaissons ou ce dans quoi nous vivons, c'est quelques centaines de mètres vers le haut et centaines de mètres vers le bas, quelques kilomètres au plus, que les scientifiques appellent, certains scientifiques appellent les zones critiques ou la zone critique, c'est-à-dire la seule chose, le seul lieu finalement, où réside la totalité de l'activité des vivants. C'est Gaïa, si vous voulez, si on voulait lui donner son nom. C'est-à-dire le grand paradoxe de la vision globale, quand on monte la planète bleue, c'est qu'on voit de l'espace la Terre comme si c'était la Lune ou Mars ou Vénus, mais nous ne sommes pas dans une planète. On est sur la zone critique, c'est-à-dire comme si on était sur un biofilm, en quelque sorte, sur un film, sur quelque chose de beaucoup plus fin. Et c'est cette finesse, cette petite peau fine que nos amis scientifiques appellent la zone critique. Et cette zone critique, évidemment, elle est étudiée. Vous avez là quelques idées dans la diapositive suivante du nombre d'instruments par lesquels on essaye de mesurer tous les phénomènes qui sont évidemment les boucles successives par lesquelles les vivants ont construit la scène de la zone critique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces quelques kilomètres en haut et de quelques kilomètres en bas, il n'y a pas un phénomène géochimique qui ne soit médié par l'activité des humains, pardon, par l'activité des vivants. Les humains arrivent tardivement, modificateurs de certains phénomènes, mais ils ne sont pas les seuls. Les bactéries sont essentiellement les plus importantes. Et donc tout ce que vous voyez là, cette espèce de gradient, de coupe que vous voyez ici, elle est évidemment d'autant plus grande que les vivants ont évolué et ont transformé leurs conditions d'existence en montant en quelque sorte en haut et en descendant en bas. C'est-à-dire que le biofilm, au début, si vous prenez l'histoire très longue de la Terre, il y a des milliards d'années, c'était plat, c'était juste une petite couche de bactéries. Et évidemment, au fur et à mesure de l'histoire des vivants, Gaïa, si l'on veut, ou la peau s'est étendue un peu en haut et en bas, mais ça reste très petit. Ça reste un biofilm. Et vous voyez que c'est très compliqué de réconcilier l'idée que toute l'expérience humaine, toute l'expérience des vivants, depuis les bactéries jusqu'aux humains, n'a jamais été que dans de ce biofilm. Nous ne s'en sommes jamais sortis. Si vous dites, si, mais regardez, on va dans l'espace, on a une station spatiale. Oui, mais la station spatiale, elle est complètement reliée à Cap Kennedy, et au Cap Kennedy, pardon. Elle est à l'intérieur, elle aussi, des institutions qui sont représentées sur cette petite terre minuscule. Jamais on est sorti de cette zone critique. Et vous la voyez ici projetée, cette zone critique qu'on a essayé de représenter ici, précisément pour sortir de la notion de globe. Alors on garde
en partie la Terre, telle qu'on la voit dans les manuels, mais cette Terre intérieure, disons la Terre profonde, qui est ici, ça n'est pas là où on vit, évidemment. Personne ne descend dans cette Terre profonde, on la connaît grâce à la géophysique, mais elle n'est pas connue, elle n'est pas expérimentée directement. Et l'espace infini dans lequel on nous a mis avec l'image du globe, il est aussi inaccessible. Donc en fait, le paradoxe, c'est que toute l'expérience des vivants a toujours été le long de cette petite ligne-là. Et cet espace lui-même, la taille de ce minuscule ruban, de ce minuscule biofilm, il dépend de l'activité même des vivants. Selon l'activité des vivants, selon leur présence, selon la façon dont ils produisent, par exemple, de l'oxygène, d'autres vivants peuvent s'y développer. Mais jamais on ne sort de cette minuscule zone. Et c'est l'étrangeté de la distinction entre le dehors à l'intérieur duquel on voudrait être, c'est-à-dire cette idée que, finalement, dès qu'on se met à réfléchir, on est dans l'espace et qu'on voit les choses de haut ou de loin, alors qu'en pratique, il n'existe que ce minuscule biofilm qui est lui-même le résultat de l'activité entremêlée des vivants depuis 4 milliards d'années. Et donc c'est ce paradoxe que je voudrais essayer de vous faire ressentir, parce que, évidemment, l'une des sources de la désorientation, c'est de ne pas pouvoir se représenter l'endroit où on se trouve. On ne sait pas, finalement, où l'on est. Et c'est pour ça que, comme on le verra à la fin, la désorientation spatiale et temporelle a pour conséquence aussi une désorientation, disons, politique. C'est parce qu'on n'a pas d'autre sol que celui-là. Le sol, c'est la zone critique. On n'est pas dans l'espace. Il faudrait, vous voyez, des images, comme on a essayé de reproduire ici, des images de peau, dans lesquelles on verrait des traces, des tatouages, je ne sais pas comment il faudrait dire, des monticules, des petits trous, des pores, quelque chose qui serait beaucoup plus attaché à la notion d'un biofilm qu'à la notion d'un globe terrestre. Quelque chose qui marquerait, disons, toutes les traces, et pas du tout quelque chose qui est un espace isotrope, celui avec lequel, disons, on se représente maintenant Google. Regardez, ça c'est Sonia qui a essayé d'utiliser la photogrammétrie pour essayer de nous donner sur des herbes le sens de cette présence, de cette peau, la façon dont il faudrait arriver à se saisir du globe de cette façon-là, c'est-à-dire de l'intérieur et latéralement, comme s'il s'agit d'une peau, quelque chose à l'intérieur duquel on se trouve, avec lequel on est toujours légèrement surpris aussi. Parce que précisément, le paradoxe, c'est que quand on descend dans la zone critique, on est désorienté alors que c'est là où on vit. C'est quand même un paradoxe assez étonnant. On veut, pour être orienté, le globe où on ne vit pas, et la zone critique à l'intérieur duquel on vit, on s'y trouve désorienté. Et c'est évidemment assez différent d'une vue de la nature, en quelque sorte. On n'est pas dans la nature, on est dans la zone critique. Oui, la planète bleue, elle était dans le cosmos, mais nous, on n'est pas dans le cosmos, on est dans la zone critique. On est dans cette minuscule peau. Et on ne sait pas trop comment la saisir. Quels sont les mythes qui lui correspondent? En tout cas, ce n'est pas des mythes de notre civilisation à nous, ça c'est sûr. Et donc, l'idée générale vers laquelle j'essaye de vous mener, c'est au fond, il faudrait en fait une nouvelle cosmologie, c'est-à-dire il faudrait une autre façon de représenter complètement de quoi il s'agit quand on parle de la zone critique. Autrement dit, il faudrait arriver, là vous avez quelque chose qui reste un cercle, et donc qui partage l'imagination cartographique traditionnelle, et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir arriver à des cycles. Et donc là, ce que Alexandra
Arène a découvert, en travaillant avec Jérôme Gaillardet, qui est un géochimiste de nos amis, c'est toutes les images, finalement, en termes de cercles, ne rendent pas compte de la zone critique. Mais est-ce qu'on peut transformer les cercles en cycles? Et c'est ça qu'elle a essayé. Donc il faut vous familiariser, quelques secondes pour se familiariser. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a renvoyé la Terre profonde aux extrémités. Donc le centre de la Terre, disons la géophysique, se trouve ici. Et au centre, elle a placé l'atmosphère et la zone critique qu'on ne voyait pas avant, puisqu'elle était écrasée, c'était juste un petit film sur le globe, c'est maintenant tout cet espace. Ça, c'est la zone critique. C'est les quelques centaines de mètres, ou plus les 3 kilomètres, dans lequel toute l'activité des vivants depuis 4 milliards d'années a eu lieu. Et donc là maintenant, on a de l'espace pour le voir, mais surtout, c'est ça qui est intéressant, on a des cycles. C'est-à-dire qu'on va transformer la notion de place saisie par la longitude et la latitude selon l'imaginaire traditionnel de la cartographie en bifurcation à l'intérieur de cercles, à l'intérieur de cycles géochimiques qui transforment effectivement entre les roches qui se trouvent de façon très lente à l'extrémité du cercle et l'activité très rapide de la chimie de l'atmosphère, il y a évidemment toute une différence. C'est un peu comme si il fallait que vous imaginiez comment est-ce qu'on dit, les choses des enfants, sur lesquelles les enfants tournent, un manège en quelque sorte. Vous imaginez un manège, mais des manèges de vitesses différentes et qui seraient en quelque sorte en anneaux les uns derrière les autres, et puis la métaphore est un peu bizarre. Ce n'est pas des enfants qui sautent des enfants qui sautent d'un manège à l'autre, mais imaginez le tableau de Mendeleïev en quelque sorte qui saute d'un manège à l'autre et qui se transforme. Et donc on se repère maintenant, on se repérerait maintenant, si nous avançons dans notre affaire avec nos amis géochimistes, non pas parce que nous sommes à une place particulière sur le globe, conçu comme cercle, mais parce que nous subissons une métamorphose ou une transformation géochimique particulière. Et c'est, en fait, d'après nous, une version plus réaliste de ce que c'est que d'exister dans la zone critique, puisque c'est bien ce qui nous arrive. Nous sommes, disons, c'est une vision énergétique, une vision ancienne d'ailleurs, de ce qui se passe sur Terre, et c'est elle qui nous permet de nous repérer beaucoup plus que de savoir où nous sommes. Évidemment, c'est plus commode, je le reconnais, quand on va chercher une carte Michelin, ça a des avantages aussi. Mais ça ne nous dit pas dans quoi on est. Et donc, une carte Michelin, c'est forcément de l'extérieur, l'endroit où vous vous retrouvez. Tandis que l'idée de cette visualisation, c'est d'essayer de nous habituer, d'une part, au fait que la zone critique, elle n'est pas fine, la quantité de phénomènes qui s'y déploient est évidemment colossale, et très largement encore mal connue par les scientifiques qui essayent de construire précisément ce qu'ils appellent des observatoires de la zone critique pour s'y repérer, mais surtout qui essayent de saisir la nature même des phénomènes dont il s'agit par la géophysique, c'est-à-dire par la transformation géochimique et non pas par la localisation géographique. Nous sommes, l'air que nous respirons dans cette salle est entièrement produite par les plantes. Sans les plantes, il n'y aurait pas d'oxygène sur Terre. Et donc, où est-ce que vous le faites? Comment vous visualisez la présence de ces phénomènes, qui sont des phénomènes chimiques, produits ou modifiés, en tout cas, par les vivants? C'est ça la question des zones critiques. C'est ça la question à laquelle il faut ajouter maintenant, depuis une cinquantaine d'années, l'autre question, c'est comment ça se fait que ces phénomènes et ces circulations géochimiques sont elles-mêmes transformées par les humains? La question des vivants et la question des humains, évidemment, sont deux questions liées qui demandent une représentation différente que le simple imaginaire géographique qui consiste à mettre des lieux les uns à côté des autres sans leur connexion ne vous permet évidemment pas. Donc il s'agit de passer d'une vision géochimique, si vous voulez, d'une vision géographique à une vision
géochimiques. Et évidemment, ce qui est intéressant dans la visualisation d'Alexandra, c'est de pouvoir se poser la question de l'axe de ce manège. Quel est l'axe qui permet de faire tourner tous ces cycles? Et évidemment, vous vous en doutez, cet axe, c'est le Soleil. C'est le Soleil qui agite tous ces... qui est l'énergie, disons, l'énergie produite qui arrive depuis le centre de la Terre est en fait très faible, mais l'énergie que les vivants ont été captés dans le Soleil est, elle, colossale. Et vous avez une belle invention, et je trouve que l'invention d'Alexandra est vraiment merveilleuse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, ce qui est quand même pas évident quand on pense au nombre de fois qu'on a essayé de trouver des alternatives au géocentrisme. Elle a trouvé en fait une nouvelle idée pour mettre simultanément la Terre au centre, puisque c'est bien la Terre qui est au centre. Ce sont les vivants qui activent ces vortex, en quelque sorte, de transformation, mais elle est aussi héliocentrique, puisqu'elle dépend aussi du ciel, du Soleil. Mais ce Soleil, ce n'est pas un Soleil géographique, c'est un Soleil énergétique qui tient, en quelque sorte, le mouvement de ce formidable vortex à l'intérieur duquel nous sommes. Et évidemment, vous comprenez pourquoi j'aime cette image pour une conférence qui s'appelle Inside, parce que si nous définissons dans cet espace-là, ce n'est pas le mythe de la caverne. On ne va pas en sortir. Il n'y a pas de dehors. On est à l'intérieur de ce vortex et là, ce qu'on peut faire, c'est modifier ou bifurquer d'une situation géochimique à l'autre. Alors évidemment, c'est encore une naturalisation, mais c'est une naturalisation complètement différente de l'idée que vous vous trouvez sur la surface du globe et que vous regardez les espaces infinis au-dessus de vous, avec l'idée, au fond, toujours derrière la tête, qu'on pourrait s'en échapper. Tandis que là, dans ce modèle, vous ne vous en échappez pas. On est bien à l'intérieur. Et c'est ça qui est très beau dans l'invention d'Alexandra. Et c'est aussi de façon intéressante un article écrit simultanément par une artiste architecte, un géochimiste et un philosophe. C'est ça qui m'intéresse dans cette exploration, c'est-à-dire d'essayer de mettre ensemble des forces intellectuelles et de connaissances qui ne se mêlent évidemment jamais. Et je dois dire que mon ami Gaillardet est très content parce que jusqu'ici, comme il était géochimiste de la surface, ses collègues géophysiciens le traitaient de scientifique superficiel. Il disait qu'il ne s'occupe que de la surface. Et il est très content parce que maintenant, ce sont ses collègues géophysiciens qui sont renvoyés au bord, à la périphérie, et lui, il peut montrer cette image en disant « Regarde, moi, je suis au centre des préoccupations des scientifiques, et c'est vrai. La zone critique se trouve maintenant, pour des tas de raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, au centre de toutes les disputes, à la fois scientifiques et politiques. » Et donc, toute l'idée de cette... Il en faudrait beaucoup d'autres, évidemment. Toute l'idée de ces visualisations alternatives, c'est de faire le glissement d'humain dans la nature, qui est, disons, la forme des images et évidemment de l'imaginaire géographique, en tout cas cartographique, et de basculer, le terme, on cherche un terme, c'est plus des humains, enfin c'est aussi des humains, mais disons des animés. C'est-à-dire arriver à se rapprocher d'une autre figure du vivant, non pas évidemment détaché, dont on pourrait se sortir, précisément puisqu'il s'agit de rester à l'intérieur, mais des animés, si vous voulez, au milieu d'autres animés. C'est ça tout l'enjeu des cartographies ou des représentations qu'on essaye d'inventer. Je voudrais vous en montrer une qui se trouve... évidemment, c'est difficile à analyser parce qu'il faudrait s'y habituer, qui est de représenter tous les animés qui ont été pris en compte lors d'une étude par Sonia et Alexandra d'une forêt, d'une zone de chasse, en fait, dans les Ardennes, à Belleval, et d'essayer de reconstruire non pas une carte topographique, mais une carte de la superposition des animés les uns avec les autres. Alors on va la repasser tout à l'heure quand elle aura fini, parce que là ça va trop vite, pour essayer de caractériser non pas la totalité naturellement, mais une grande partie des animés qui partagent
cet espace et qui sont en superposition les uns avec les autres, qui est là évidemment ce qu'on ne peut pas faire facilement. Peut-être que Patrick, tu peux me repasser la... Voilà. Donc là, si vous voulez, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'y placer successivement le mouvement des gestionnaires du site, les sangliers, le renard, les écologues qui viennent les étudier, les martres, évidemment les humains et les non-humains sont mélangés, les chouettes, où est la chouette? Les abeilles, les corbeaux, les chasseurs qui font partie évidemment de cet espace. Les chasseurs font partie de cet espace comme les corbeaux ou les martres. Et évidemment aussi, qui est un animé parmi les autres, la rivière. On a la rivière qui arrive. La rivière fait partie, comme les oiseaux, les ornithologues, les vers de bois, les blaireaux, les chauves-souris, les pivers, les chevreuils ou les chiens de ce même espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez quoi que ce soit aux cartographies d'autres civilisations, vous voyez tout de suite qu'on est dans un espace qui est plus compréhensible probablement par un aborigène australien que par un auteur de guide Michelin. Ce n'est pas facile de se repérer si vous allez à Belleval avec cette image, ça c'est évident. Mais en même temps, quand vous regardez ce qu'on appelle les cartes aborigènes, c'est pas facile de se repérer parce qu'il faut être évidemment, non pas précisément à l'extérieur, mais dedans. C'est la particularité même de ces cartes, c'est de vous accompagner à l'intérieur même du site et non pas donner à des gens extérieurs la possibilité d'y rentrer sans vous connaître. Donc il y a quelque chose dans la carte, disons dans l'imaginaire cartographique, qui est évidemment peu adapté à la question d'être dedans. Donc ce qui nous intéresse beaucoup... Ah non, peut-être pas une troisième fois quand même, là ça fait beaucoup. Non. Bon, enfin, on va la repasser alors si je comprends bien. Donc maintenant j'aborde la troisième partie, c'est-à-dire la question politique. Comment faire et comment se situer. C'est-à-dire qu'est-ce que nous a fait, en fait, cette orientation, j'allais dire, malencontreuse vers le globe. Et donc, j'ai essayé dans Où atterrir d'utiliser ces petits schémas, c'est de nouveau des images d'Alexandra, de repérer, disons, un vecteur que nous connaissons tous, parce que c'est celui, disons, de la modernisation, tout simplement, qui trace une espèce de tension, si vous regardez en bas à gauche et en haut à droite, entre ce qu'on pourrait dire être le local, l'ancien local, l'archaïque, le sol dont on croit pouvoir se détacher, etc., et l'émancipation, le mouvement d'émancipation qu'elle a tracé d'ailleurs de façon intéressante en transformant de plus en plus cette image ici en un globe, vers la globalisation. C'est ce qu'on appelle, le terme technique, c'est la globalisation, qui nous a amené pendant, disons jusque dans les 15 ou 20 dernières années, restait l'idéal vers lequel étaient dirigés les regards qui continuaient à nous tendre en nous disant que finalement toutes ces questions de sol, d'appartenance, d'identité, de réalité matérielle et terrestre n'avaient finalement pas d'importance, en tout cas moins que le mouvement de la modernisation qui allait tous nous amener dans cette vue du globe. Et vous vous rappelez, il y a encore des gens qui disent ça, mais enfin, évidemment, on a peine à y croire, que nous allions tous nous moderniser à l'américaine et que les 7 ou 8 milliards d'humains auraient bientôt le même niveau de vie que les Américains. Ce qui était finalement le grand idéal vers lequel tendait la modernisation. Et c'est évidemment un idéal d'émancipation au sens propre que j'ai essayé de scénariser avec mon petit apologue sur la caverne, qui suppose qu'on sort dehors. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se modernise, des contraintes qui nous forçaient à rester à l'intérieur de l'ancien monde, sol et attachement, disparaissaient. Jusqu'à ce qu'arrive ce qu'on peut appeler globalement, mais c'est un terme vraiment, un euphémisme, la crise écologique, quand on a commencé à se rendre compte que ce mouvement vers la globalisation était complètement impossible, puisqu'il n'y avait pas, et là on passe de globe à terre, il n'y avait pas de terre
correspondant à cet idéal de la globalisation. Donc le globe par lequel j'ai commencé, ce globe idéal vers lequel on se dirigeait, il a gagné de plus en plus sa nature d'utopie, au sens propre, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'assise. Lorsqu'on vous dit, et on lit tous les jours dans les journaux maintenant, des nouvelles de plus en plus terribles sur ce qui arrive à ce globe, on se dit, bon, cet idéal de globalisation, il n'a évidemment aucun sens. On vous dit, des calculs ont été faits, même s'ils sont un peu rudimentaires, qu'il vous faut 4 ou 5 planètes pour arriver au niveau de vie qui nous permettrait de rattraper les Américains. Ce n'est pas que tout le monde veut rattraper les Américains, mais c'est l'idée, disons, ça donne une idée. Et donc, la question qui se pose maintenant, ce qui transforme complètement la situation politique, c'est que pendant la période de modernisation, on allait vers un globe, et ce globe est en quelque sorte devenu une utopie. Et donc apparaît un troisième attracteur, on peut appeler ça un premier attracteur et ça un deuxième attracteur, apparaît un troisième attracteur pour lequel, ah le voilà, cet attracteur. Il n'est pas très visible parce qu'il est par terre. Est-ce que tu peux me le bouger? Parce que là, on ne voit pas, justement. Voilà, lever du terrestre. Vous avez assisté à un lever de terrestre. Dans l'image de tout à l'heure, vous aviez un lever de terre vu de la Lune, qui était vu par les cosmonautes d'Apollo 8. Ici, vous, les extraterrestres, vous qui vous croyez capables de sortir, vous avez vu un lever de terrestre. Il est très beau. Il est très beau, mais c'est le drame que je voulais partager avec vous. C'est un attracteur pas attirant. L'attracteur, c'est ça qui est extraordinaire. La zone critique sur laquelle nous vivons, dont nous ne sommes jamais sortis, aucune expérience au monde jamais n'est sortie de cette zone critique. Cette petite fine pellicule n'a pas de représentation partagée sensible. Dès qu'on parle de planète, paf, on passe dans l'espace, dans un espace complètement imaginaire, à l'intérieur desquels ces planètes sont comparables. Et donc vous comprenez que l'éruption de ce terrestre que vous voyez ici est à la fois présence d'une situation nouvelle, mais en même temps n'a pas l'esthétique, et évidemment pas la politique qui lui correspond. Et c'est le problème de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est qu'on assiste à un conflit de planètes, à un conflit de terre, à un conflit de sol qui organise l'orientation politique de tout un chacun. C'est-à-dire que la nouvelle lutte des classes ou la nouvelle lutte des places, je ne sais pas comment il faudrait dire, organise toute la vision politique pour une raison qui était complètement imprévue, qui est l'émergence d'un quatrième attracteur que je vous ai montré là-haut. Je ne voudrais pas le nommer trop vite, cet attracteur, parce qu'il est représenté pour moi par l'homme dont le nom ne doit pas être prononcé, mais qui dirige les États-Unis d'Amérique. Et donc, qui m'offre une magnifique situation de contraste avec le terrestre. Ce que j'appelle le hors-sol, disons. C'est-à-dire l'idée que non seulement le globe vers lequel on allait n'est plus présent, qu'il n'y a plus de terre correspondant à cette possibilité de globalisation, mais qui va néanmoins laisser croire à son peuple, je ne sais pas comment il faut dire, à sa nation, que finalement on peut abandonner de nouveau, de façon encore plus massive, disons, toutes les contraintes qui portent sur l'usage de la terre et, comme vous le savez, de façon très empirique et pratique, nier, de façon organisée, la crise écologique. Donc c'est très intéressant de voir que maintenant, devant ces différentes planètes, nous avons la réaction, pratiquement dans tous les pays en ce moment, de gens qui disent, et on les comprend en un certain sens, puisque on ne peut plus aller vers le globe,
qui est devenue une utopie. La globalisation n'est plus quelque chose qu'on arrive à rendre, disons, attractif. Revenons le plus vite possible aux pays tels que nous les connaissons, au local tel que nous le connaissons, disons à l'État national, ou parfois disons, le groupe ethnique auquel on appartient. Et donc ce que je vous montre ici, c'est un résumé, évidemment c'est un simple résumé, de ce qu'on peut appeler la révolution conservatrice. La révolution conservatrice arrive dans tous les États en ce moment, en particulier en Europe, mais pas simplement en Europe. Elle est évidemment à l'origine du Brexit, elle est à l'origine de l'élection de l'homme dont le nom ne doit pas être prononcé, mais vous la trouvez aussi aux dernières élections en Italie, etc. Partout, ce qu'on appelle la brutalisation de la politique, c'est la réalisation par les gens que le sol sur lequel ils étaient a disparu. Le sol vers lequel ils allaient, la globalisation, n'arrivera jamais. Le sol vers lequel on revient, c'est-à-dire l'État national ou ethnique, n'a aucune, disons, crédibilité. C'est pas un sol sur lequel on peut durablement construire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que l'Italie de la Ligue du Nord, ou qu'est-ce que c'est que le Brexit de ceux qui ont voté pour le Brexit? Ce sont des États qui n'existent pas vraiment, qui n'ont pas de sol qui leur correspond. Et donc, nous nous adressons, je pense que c'est l'origine de la tragédie dans laquelle nous sommes, à des peuples sans sol. Nous sommes donc dans une situation qui est évidemment très, très étrange, dans laquelle le sol sur lequel on pourrait commencer à construire, qui n'est ni celui-là, mais qui a quelque chose de mondial et quelque chose de local, on retrouve des questions qu'on croyait abandonnées, la question de l'appartenance au sol, la question de l'identité, la question de la protection, tout simplement, mais tout à fait différent de l'attracteur 1 ou de l'attracteur 2. Et nous avons, comme tendance, disons, massive, cette direction là-haut, qui est le hors-sol, c'est-à-dire la question d'appartenance à la Terre ne se pose plus. Et de toute façon, dans quelques années ou dans quelques décennies, le monde, l'apocalypse va venir, et donc on n'aura plus à s'occuper de personne. Et en attendant, gagnons de l'argent autant qu'on peut. Et donc, la situation politique, c'est le début de ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire ce lien extraordinaire dans lequel nous nous trouvons placés entre, d'une part, une nouvelle cosmologie, puisque réapprendre le terrestre et réapprendre à être dedans sans pouvoir en sortir, c'est bien une proposition cosmologique qui est faite à la fois par les scientifiques du climat, mais par beaucoup d'autres scientifiques, et puis aussi, évidemment, par les activistes, les experts, les journalistes, les citoyens, etc., de tous bords. Mais l'émergence de cette nouvelle configuration, que j'appelle le terrestre, n'a pas de représentation politique. Il n'y a pas de vision politique, alors qu'il y a une vision très forte de l'État national vers lequel tout le monde revient en ce moment, qui paraît effectivement avoir des avantages en termes d'identité, de reconnaissance, etc., purement illusoire d'ailleurs. Et le globalisation vers lequel on était supposé tous aller en quelque sorte depuis un siècle et demi a perdu toute crédibilité parce que la vérité matérielle de ce globe ne nous a jamais été précisée. Et donc la tragédie, la désorientation, c'est qu'on est dans un conflit de terre, un conflit de planète, si vous voulez, qu'il faut essayer de représenter. Et évidemment, pour ça, il faut qu'on ait toutes les ressources possibles venant aussi bien des sciences, des arts, de la philosophie politique, etc., pour pouvoir arriver à se représenter. Donc là, ce qui m'intéresse dans cette visualisation, évidemment très rudimentaire, c'est que ce terrestre est à la fois matériel et réaliste, et qu'il est très difficile à représenter. Représenter au sens politique, comme représenter au sens scientifique ou simplement affectif, si vous voulez. Donc l'idée c'est que toutes les questions qui se posaient et donc on croyait avoir laissé derrière nous, les questions du sol, de la terre, de l'appartenance, etc., reviennent, mais pour éviter qu'elles reviennent sous la forme de la révolution conservatrice, il faut essayer de la faire revenir sous la forme de l'émergence de ce attracteur là-bas, que j'appelle le terrestre. Donc en fait, on n'est pas si loin,
c'est ça le grand paradoxe de la tragédie que nous vivons, on n'est pas si loin finalement de ce qu'on a appelé dans la période, au début de la période dite moderne, disons le XVIe, XVIIe, un nouveau monde. Sauf que ce n'est pas un nouveau monde comme on le découvrait à l'époque, c'est-à-dire un nouveau monde en extension, l'Amérique qu'on découvrait, dont on croyait qu'elle était dépeuplée parce qu'on l'avait dépeuplée par les microbes, mais un nouveau monde quand même, mais un nouveau monde sous nos pieds, en quelque sorte. Et c'est ça, à la fois, disons, la source de, j'allais dire d'optimisme, c'est un peu excessif, mais comment dire, qui évite de se désespérer. Il s'agit bien de la découverte d'un nouveau monde. Mais ce n'est pas un nouveau monde en extension qui va nous permettre de continuer comme avant, c'est un nouveau monde qui est le même, mais transformé par le fait que c'est une zone critique et d'un biofilm et une toute petite surface très différente de tout ce qu'on imaginait avant lorsqu'on était dans le grand imaginaire de la globalisation. C'est là où je crois qu'il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant. Et je voudrais finir avec cet étonnant diagramme que Alexandra a fait en suivant le raisonnement de Gaillardet sur une zone critique. Donc ce qui est étonnant, ce n'est pas un schéma mythologique, ça n'est pas une illustration tirée de Kircher, c'est la version d'un excellent géochimiste de ce qu'il essaye de faire comprendre lorsqu'il décrit les transformations d'un lieu tout à fait précis, et qu'il ne cesse de rajouter à cette image, à ce phénomène, la complexité, parce que c'est ça la caractéristique des zones critiques, c'est leur extraordinaire complexité et leur extraordinaire hétérogénéité, et il est obligé de faire ce genre de diagramme qui ressemble effectivement à des dessins anciens, mais qui nous donne l'idée ou l'envie, je pense, enfin j'espère qu'elle vous donne l'envie de partager, de participer à cette espèce de redescription de ce nouveau monde qui n'est pas le même, mais en plus de kilomètres, le même en plus d'hectares, mais tout différent, alors que c'est les mêmes hectares et qui sont sous nos pieds. Et c'est cette grande, au fond très belle, découverte d'un nouveau monde qui nous ramène à quelque chose, je crois ça n'est pas exagéré de dire que c'est une nouvelle renaissance, mais pas dans le sens d'un ancien, quelque chose qui est une renaissance replongée, disons, dans la découverte de la Terre. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous avez aidé. Merci.